La question sur laquelle on va débattre est la suivante. Construire des sciences des risques intégrés, défis et difficultés. En fait, comment on fait ? Du coup, on commence. Je vais faire circuler le micro. On va commencer par Karine, qui est à côté de moi. Donc, juste pour me présenter premier, d'accord. Donc, Karine Adam de l'INERIS. Donc, l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Et je suis en fait coordinatrice de programme scientifique sur une thématique à l'INERIS qui est comprendre et maîtriser les risques à l'échelle des sites industriels et des territoires. Donc cette thématique, elle est inscrite dans ce qu'on appelle nous notre contrat d'objectifs et de performance qu'on vient justement de re-signer donc pour 5 ans. Et je réalise mes missions au sein de la direction de la stratégie de la politique scientifique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est finalement, on va dire, fédérer, motiver et animer des actions transversales à l'INERIS. C'est mettre en synergie des expertises, qu'elles soient scientifiques, numériques, expérimentales, pour répondre aux enjeux actuels et aux enjeux de demain, donc avoir déjà dans une logique d'approche intégrée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ah oui, et tout à fait, effectivement. Donc j'ai voilà, alors j'ai aussi une expérience avant ce poste. En fait, j'ai eu une longue expérience dans le domaine qui m'a permis notamment de travailler sur différents types d'installations industrielles et agricoles, donc avec des cultures de risque, des pratiques, mais également des réglementations très très différentes. Et j'ai eu différents projets nationaux, européens, dans un domaine qui était plus le domaine de la maîtrise des émissions et des risques industriels et des risques environnementaux, on va dire. Donc qui allait depuis le développement de mesures et de techniques de quantification de substances émergentes jusqu'à l'étude de filières industrielles. Alors dans la logique notamment de déploiement de filières industrielles au niveau français et européen, c'est-à-dire qu'on se posait des questions au niveau national et en fait on avait beaucoup d'échanges européens pour déployer ces filières d'un point de vue propre et durable. Propre, sûr et durable. Donc beaucoup de questions sur des relations stratégiques et également des études de concepts industriels de type bioraffinerie ou tous les enjeux autour de l'économie circulaire qui touchent beaucoup les installations industrielles puisque l'objectif est bien de réutiliser, recycler, valoriser toutes les matières qui sont produites, qu'on va appeler coproduits, sous-produits suivant les installations. Et effectivement, si je suis là aujourd'hui, c'est principalement parce que je suis responsable du projet Risque Natech dans le PEPR Risque IRIMA. Je coordonne ce projet avec Irène Korsaki-Sok de l'ASNR, donc l'Agence nationale de la sûreté nucléaire et de la radiation. Voilà, c'est un projet qui donc s'intéresse au risque Natech. Donc je peux résumer rapidement ce que c'est Natech. Donc c'est l'impact de phénomènes naturels sur des activités industrielles qui peuvent engendrer des accidents ou aggraver des situations avec des conséquences à l'extérieur de l'emprise du site, donc des conséquences sur les populations, sur l'environnement et sur les biens. Alors là, non seulement on traite du risque Natech, mais en plus on traite du risque Natech dans le contexte de changement climatique, avec une amplification effectivement des phénomènes naturels qui sont en fréquence ou en intensité. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'anticiper et d'évaluer des situations de crise technologique complexes et de produire des données utiles pour les différentes parties prenantes en support d'aide à la décision. Et ce projet a trois territoires comme cas d'étude, donc où on est en relation avec les acteurs des territoires. Pour résumer rapidement.
Merci Karine. Oui, ce sera une vision intéressante d'ailleurs au niveau intégration de voir comment finalement les scientifiques de l'INERIS interagissent avec les parties prenantes que sont d'une part les industriels, mais aussi j'imagine les territoires et les gestionnaires de risque des territoires. Donc il y a là une question assez intéressante. Stéphane, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Guillot, donc je suis directeur de recherche au CNRS. Actuellement, je suis délégué scientifique pour la transition environnementale et la gestion des risques naturels au CNRS. Donc mon rôle, ça fait 2 ans que je suis sur ce poste, mon rôle c'est d'aider à la mise en place de la politique scientifique du CNRS autour de l'atténuation, comment on diminue notre empreinte, qu'elle soit carbone ou sur la biodiversité en général, sur les impacts environnementaux, et évidemment aussi l'adaptation, puisqu'on sait qu'évidemment, en particulier avec le changement climatique, on y reviendra, eh bien on va faire face, et on fait face déjà à des événements, et le CNRS en particulier a besoin de s'adapter comme l'ensemble des organismes. Le CNRS, c'est 1 million de mètres carrés. C'est 100 000 mètres carrés de bâtiments sur le territoire, sur un peu plus de 1000 laboratoires. Alors beaucoup sont hébergés à l'université, mais on a des bâtiments propres, on a des sites propres, dans des zones qui sont inondables, dans des zones qui sont susceptibles de subir des glissements de terrain, voire des séismes, etc. Donc et puis aussi, évidemment, dans le sud de la France, des vagues de chaleur de plus en plus importantes ou des inondations. Et donc c'est un vrai sujet pour nous, au-delà de la transition qui est vraiment comment on atténue. Évidemment, c'est important. On est dans cette politique de réduction de 5% par an de bilan gaz à effet de serre. Mais comment aussi on s'adapte, comment on adapte nos bâtiments, comment on adapte. Donc il y a un gros travail autour de ça qui est entamé. C'est ma fonction, j'ai envie de dire, actuelle. Peut-être pour revenir sur ce que je suis également, j'ai été auditeur à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur en gestion de crise. Et donc, ce qui m'a amené évidemment à mieux comprendre comment on gérait la crise, comment l'État gérait la crise. Je pense qu'en tant que scientifique, on ne sait pas. On ne sait pas comment on gère les crises. Enfin, moi, j'ai découvert vraiment tout un monde opérationnel, comment l'État s'organise depuis la commune, la préfecture, le préfet de zone, puis ensuite en interministériel au niveau de Beauvau. On gère la crise. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, le premier, je ne savais pas. Et finalement, en tant que scientifique, on est un peu désarmé. Quand on y reviendra, est-ce qu'on doit intervenir sur une crise? Je peux déjà entamer la discussion. Pour moi, la réponse est non. Mais on y reviendra un petit peu. Voilà. Donc ça m'a permis quand même de beaucoup progresser, de m'éclairer là-dessus. Et puis évidemment, de m'ouvrir des portes d'un certain nombre de ministères et de contacts. Et à ce titre-là, depuis 2 ans, je suis expert auprès du ministère des Affaires étrangères, où je les accompagne quasiment au quotidien sur les événements qui se produisent dans le monde, en fait, puisque des événements climatiques ou autres, il y en a tous les jours, quasiment. Donc c'est pas du H24, mais pas loin quand même. Donc je suis quotidiennement les cyclones, les séismes, les événements volcaniques, les inondations, disons les gros événements, pas évidemment à l'échelle mondiale. Et je les alerte, en fait, je tente de faire de l'anticipation sur ces événements. Actuellement, là, pour vous dire, il y a un cyclone qui est en train de traverser l'Australie, qui descend vers le sud, donc je les préviens, et ça permet ensuite... eux-mêmes relayent sur le poste local pour les prévenir, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, un travail au quotidien sur le suivi de ces actions. Peut-être pour terminer, mes actions en lien avec les risques, ils ont commencé finalement avec ma prise de fonction de directeur, puisque avant tout ça, j'étais directeur d'un laboratoire, l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble, avec la crise sismique au Népal en 2015. Il se trouve que je prenais mon poste de directeur du laboratoire, que je connais très bien le Népal, j'ai fait ma thèse et j'ai assisté justement cette cellule de crise du ministère sur les décisions à prendre post-séisme, puisqu'en fait j'ai fait partie des gens qui ont demandé à ce qu'on arrête le tourisme, c'est un bien grand mot, mais qu'on évite aux touristes d'aller dans les zones de montagne, parce que vous savez aussi bien que moi qu'après un séisme, il y a des répliques, il y a des glissements de terrain. C'était produit en mai. De mémoire, c'était en mai, et ensuite la mousson arrivait, donc des risques d'éboulement, et qui se sont évidemment produits. Vous savez certainement que pendant les grands séismes, il y a autant de morts après les séismes, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, à cause des éboulements de terrain, des glissements de terrain, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, que pendant le séisme lui-même. Voilà, donc ça a été ma première expérience. Il y en a eu d'autres. Il se trouve que encore quand j'étais directeur, j'ai eu le droit au séisme du Teil, qui nous a cueillis le 11 novembre 2019, et que nos équipes, en particulier mon laboratoire, mais aussi toutes les équipes qui s'appelaient à l'époque les équipes de sismiques de Résif, qui est devenue EPOS, ont
déployer des instruments et j'étais un des interlocuteurs pour la sous-préfecture d'Ardèche, puisque c'est une sous-préfecture, pour les aider à comprendre qu'est-ce qui se passait, quels sont les événements qui allaient se passer, puisque ça a été quand même un événement majeur avec 200 habitations détruites, des accélérations extrêmement fortes, etc. Puis ensuite, je ne vais pas vous faire toute la litanie, ça va être long, mais quelques événements qui vous donnent un peu mon expérience et comment, avec l'État, j'ai pu intervenir. Ensuite, je suis devenu directeur adjoint scientifique Terre Solide, et là, j'ai eu à gérer, en tant que scientifique, la crise de Wedenheim. Alors le TEI, déjà, ça a été intéressant, on y reviendra peut-être parce qu'on était avec le BRGM, avec des problèmes aussi de communication. C'est très intéressant, c'était une crise très intéressante aussi puisqu'il y a eu des conflits. Il se trouve que c'est parti de mon laboratoire, un chercheur qui a commencé à dire tout et n'importe quoi sur ce séisme en disant que c'était induit. Le soir même, j'avais la direction de Lafarge qui m'appelait chez moi en me disant c'est n'importe quoi, on va porter plainte contre le CNRS, etc. Donc aussi sur la communication de crise. Expérience très intéressante où on a pas mal ramé à la suite d'un article qui était sorti dans Le Point d'un chercheur dans mon laboratoire. On a pas mal ramé derrière pour remonter la pente, pour éviter que sur la crise qui se produisait, il y ait une surcrise de communication. Donc aussi très intéressant sur la gestion de crise et sur la communication. Et puis je vais terminer sur un point. Donc en tant que DAS, j'ai eu géré ou coordonné un groupe d'expertise autour de la crise sismique de Wedenheim, qui était une crise induite par de la géothermie, une activité de géothermie, qui aurait pu extrêmement mal finir si on n'était pas intervenu, parce qu'en fait, il y avait 2 essaims sismiques qui étaient liés en fait à des injections de haute pression à Wedenheim, qui est juste à côté de Strasbourg, et qui aurait pu mettre en lien 2 essaims sismiques qui s'étaient mis en place suite à ces injections, qui étaient décalés de entre 5 et 10 km et qui auraient pu produire un magnitude 5 ou plus juste en dessous de Strasbourg. Donc c'était très embêtant et il a fallu vraiment taper du poing, mais vraiment, avec l'équipe de EOST Strasbourg auprès du MTE et auprès de la préfecture pour arrêter définitivement les injections qui se produisaient parce qu'on allait vraiment, et donc là c'était vraiment une analyse scientifique, avec les équipes sur place et aussi d'ailleurs des gens de l'IPGP, puisqu'on avait mis en place un groupe inter-institut justement de spécialistes, de mécaniciens, de sismologues, d'hydrologues, etc. pour gérer cette crise. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'on allait effectivement probablement à la catastrophe et on a évité cette catastrophe. Voilà. Donc aussi un exemple de gestion de crise où les scientifiques, nous sommes intervenus durement. Il a fallu vraiment être assez combatif entre la préfecture et le ministère de la Transition écologique pour faire arrêter les activités de Wedenheim parce qu'on allait à la catastrophe, très clairement. Voilà, quelques exemples. J'ai d'autres choses à vous raconter, mais je vais passer le micro à ma voisine. Merci Stéphane. Oui, je pense, la gestion de crise en tant que telle, c'est vrai, c'est plutôt l'affaire de la sécurité civile. Mais je pense qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir ton témoignage sur les phases de ce qu'apportent en fait tous les autres acteurs dans les phases de préparation et d'accompagnement du relèvement en fait. Anne, à toi. Bonjour, donc Anne Lefriand, moi je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de physique du globe de Paris. Alors d'un point de vue recherche, si je devais résumer les thématiques sur lesquelles je travaille, je m'intéresse à la reconstruction de l'histoire des volcans. Cette histoire des volcans, elle est rythmée par des phases de construction, des éruptions, et puis aussi par des grandes phases de destruction qui sont liées notamment à des glissements de flancs de volcans. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et quand on veut suivre l'activité d'un volcan, on va bien sûr l'instrumenter, mais on a aussi besoin d'avoir une bonne connaissance de l'histoire de ce volcan pour comprendre les signaux qu'il nous envoie. Donc voilà, c'est sur ce sujet de la connaissance de l'histoire du volcan que je travaille. Et comme je suis sur des volcans qui sont en contexte insulaire, je travaille pour ça avec des données qui sont collectées en mer, des données de géophysique marine, mais aussi des données de sédimentologie, des carottes sédimentaires. Donc j'étais impliquée dans des projets de campagne en mer et projets internationaux pour travailler sur tout cela. Donc vous comprendrez à travers ce court résumé que je suis plus sur l'aspect aléa lié au volcan. Et c'est aussi un sujet donc, qui m'intéresse, c'est l'impact que peut avoir le volcan avec les produits qu'il va émettre, mais aussi au point de vue des conséquences. Quand il y a des glissements qui se produisent sur les volcans, on peut avoir des tsunamis, ça va impacter les populations. Donc voilà mon lien un petit peu avec ce dont on va parler aujourd'hui. Ça, c'est d'un point de vue recherche.
Si je prends maintenant la casquette plus institutionnelle, j'ai été directrice adjointe de l'Institut de physique du globe de Paris en charge, et j'étais en charge des observatoires donc pendant 10 ans, entre 2016 et 2026. Et donc dans ces observatoires, il y a les observatoires volcanologiques et sismologiques qui suivent l'activité notamment des volcans. Il a été mentionné l'éruption de la Fournaise qui s'est terminée assez brutalement en effet hier, mais qui a causé quelques inquiétudes auparavant. Stéphane, tu as mentionné le contact avec la communication. Enfin, à travers le suivi de cette activité, il y a un contact avec les préfectures sur place. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on a l'habitude de manier, on va dire. Mais il y a aussi tout cet aspect communication, contact avec les médias, ce qu'on peut chercher à nous faire dire, la place à laquelle on peut nous mettre. Notamment, une interview très récente où on me demandait beaucoup mon avis sur les plans d'évacuation, ce qui n'est pas du tout le rôle d'un chercheur. On est là pour suivre l'activité, pas là pour donner une alerte, suivre l'activité, détecter, informer. Voilà, donc ça remet en place en fait un petit peu tous ces liens-là. Deuxième chose que je pourrais mentionner d'un point de vue institutionnel, je suis membre, en lien avec bien sûr le sujet des risques aujourd'hui, je suis membre du COPNRM, qui est le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, donc qui est piloté par le MTE, et je pilote aussi la feuille de route risque volcanique. C'est aussi des feuilles de route qui sont pilotées par le MTE, donc là pas par le ministère de la Recherche. Donc on voit déjà l'interface aussi entre différents ministères, et donc ça augure des différentes interfaces avec d'autres ministères, d'autres acteurs dont on parlera. Au niveau du PEPR, donc je coordonne l'axe 5 qui est dédié à l'outre-mer, donc sur les risques. Alors on travaille sur les risques naturels mais liés à l'outre-mer, et je pilote également le projet ciblé ROM, donc risque outre-mer, qui est dédié aux risques sismo-volcaniques, aux risques tsunami et aux risques climatiques. Je pense que c'est pas mal comme résumé. Merci Anne. Bonjour, donc moi je m'appelle Masa Kageyama et je suis co-directrice du PEPR Trax, aussi appelé PEPR Climat. En réalité, climat, c'est un peu... c'est un mot qui couvre beaucoup de choses par rapport à ce que fait Trax. Trax, c'est transformer la modélisation du climat pour les services climatiques. Alors, je vais aussi un petit peu détailler comment j'en suis arrivée là. Donc moi, je suis modélisatrice du climat et je m'intéresse pour ma recherche au paléoclimat. Ce qui m'a d'abord amené à effectuer une thèse sur les zones de passage dépressionnaire, donc les tempêtes dans différents climats du passé, et puis à m'intéresser à la modélisation de ces événements. On commence par l'atmosphère, on s'aperçoit que tout est couplé, que l'état de l'atmosphère est couplé à la surface continentale, à l'océan, aux calottes de glace, et ça vous occupe toute une carrière d'essayer de construire les modèles qui vous permettent de représenter le changement climatique, qu'il soit passé, présent ou futur. Dans ces pérégrinations, j'ai interagi tout d'abord en fait avec des archéologues qui cherchaient à comprendre pourquoi les populations s'installaient à certains endroits en particulier. Ça, c'est des recherches qui sont toujours en cours, mais ça a été ma première expérience d'interdisciplinarité. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour nous comprendre et savoir ce qu'on pouvait faire les uns les autres. C'est-à-dire qu'eux auraient aimé avoir le climat à une échelle de 6 km tous les jours au dernier maximum glaciaire, et je leur ai dit que non, en fait, c'était pas tout à fait possible, et que si c'était possible, il ne faudrait pas forcément le croire, parce que ça peut être beau, mais c'est pas forcément véridique ce qu'il y a derrière. Donc il y a toute la question effectivement de savoir communiquer ces résultats. Là. Et puis, au fur et à mesure de la construction des modèles, donc je me suis engagée dans le développement du modèle de climat de l'Institut Pierre-Simon Laplace. J'ai oublié de dire que je faisais partie du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette, qui fait partie lui-même de l'Institut Pierre-Simon Laplace.
l'Institut Pierre-Simon Laplace construit le modèle de climat de l'IPSL. Et donc, je me suis engagée dans la codirection du Centre de modélisation de climat de l'IPSL, ce qui m'a amené à épauler et construire ce PEPR Trax. Et quand on a construit ce PEPR, on s'est dit, bon, on a besoin, alors il y a une problématique qui est peut-être très liée à la modélisation du climat, c'est qu'on a beaucoup de modélisateurs du climat qui vont être amenés à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Donc on a un problème de ressources humaines et de maintien des compétences dans nos laboratoires. Et puis, on a aussi plein d'opportunités et plein de contraintes. Alors, dans les contraintes, on a l'arrivée de nouveaux supercalculateurs, nouvelles façons de calculer. Et puis, on a aussi de plus en plus des questions sociétales, comme on vient déjà de le voir. On nous demande non seulement de produire de la connaissance sur les changements climatiques, mais aussi d'être beaucoup plus précis dans la quantification des changements climatiques, et en particulier des extrêmes qui sont liés au changement climatique. Partant de ça, on s'est dit qu'on allait construire un programme qui soit non seulement qui puisse embarquer toute la communauté des modélisateurs en France, de modélisateurs de climat, mais aussi mieux répondre aux questions sociétales. Et donc on a toute une partie qui est une partie du programme du PEPR qui est de mieux comprendre et de co-construire des produits qui soient utiles à la prise de décision, que ce soit par des territoires ou par des secteurs socio-économiques. Et donc j'écoute de toutes mes oreilles ce qui se dit ici, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient résonner avec ce qu'on fait. Le but, c'est vraiment qu'à la fin du programme, en 2032, on ait pu aussi développer nos modèles de manière à mieux répondre à ces questions de la société. Voilà. Merci beaucoup, Maza. Jean-Christophe. Merci beaucoup. Donc Jean-Christophe Calvé, Météo France. Voilà, donc je suis ici parce que je coordonne le projet IRICLIM, donc qui est un nouveau projet qui vient de commencer dans le PEPR Risque, qui a commencé en janvier. Et donc ce projet va s'intéresser aux risques liés au climat. Donc Météo France coordonne, mais ce projet est copiloté par le BRGM et en particulier par Gilles. Donc pour ce qui me concerne, donc moi je suis responsable d'une équipe de recherche au CNRM. Le CNRM, c'est le Centre national de recherche météorologique. Donc on peut dire en faisant court que c'est le centre de recherche de Météo France, mais c'est aussi une UMR CNRS. Et donc l'équipe que je dirige s'intéresse à la télédétection des surfaces terrestres, des aérosols, à la modélisation des surfaces terrestres et des échanges surface-atmosphère, à l'assimilation de données satellitaires dans ces modèles de surface. Voilà, donc d'un point de vue personnel, bon, j'ai travaillé beaucoup sur la télédétection, la modélisation des surfaces terrestres, l'assimilation de données, et j'ai beaucoup travaillé sur les sécheresses. Voilà, donc leur modélisation, leur caractérisation, et tout ça m'a amené de fil en aiguille à mettre d'abord un orteil puis un pied dans le domaine des risques. Voilà, donc en particulier le retrait-gonflement des argiles. J'ai co-encadré la thèse de Sophie Barthélémy avec Gilles Grandjean sur cet aspect. Et actuellement, j'ai beaucoup d'activités dans le domaine de la modélisation du danger de feux de végétation. Voilà. D'ailleurs, l'image que vous voyez ici sur la plaquette correspondant au projet risque climatique, c'est une image qui a été faite très récemment par mon doctorant Yann Baer et qui représente en fait le contenu en eau de la végétation des arbustes. Cette variable est très pertinente pour le départ de feu. Voilà, et donc cette carte a été obtenue en fait par intelligence artificielle en couplant en quelque sorte les simulations de notre modèle de surface
avec des observations in situ faites par l'ONF. Donc c'est un travail qui est vraiment multidisciplinaire là pour le coup, puisque on a un partenariat assez large avec l'ONF, INRAE et d'autres. Et donc c'est un moyen, hein, comme vous voyez, de spatialiser les données in situ. Ça montre aussi que l'IA, c'est bon, ça peut être critiqué, mais bon, moi je trouve que l'IA au moins remet l'observation au centre de tout, y compris l'observation in situ. Voilà, donc concernant le projet IRICLIM lui-même, donc lors de notre kick-off, on a organisé un webinaire avec des représentants des systèmes d'aide à la décision, sachant que Météo France, forcément, hein, Météo France est un établissement public administratif dont la mission première est de contribuer à la sécurité des personnes et des biens. Donc la question des risques, évidemment, nous concerne en premier lieu. Et donc, voilà, lors de ce webinaire, on a eu des présentations faites par des personnes impliquées hein, dans ces systèmes d'aide à la décision, sur l'assistance feu météo, sur la caténate sécheresse, qui est un élément essentiel hein, pour le suivi assurantiel, on va dire, hein, ou réassurantiel des désordres sur les bâtiments liés au retrégorgement des argiles, et également sur les précipitations intenses, sachant que Météo France est un fournisseur de données, évidemment, pour ces trois sujets. Et donc, on fournit des prévisions de précipitations pour le système central Vigicru. Voilà. Donc, voilà. Merci. Merci Jean-Christophe, merci à vous tous. Il y a quelque chose de suite qui me frappe quand on vous écoute, hein, c'est que donc, vous êtes issus, on va dire, de certaines disciplines où vous manipulez de l'observation, de la donnée, des modèles, vous produisez des documents, mais en même temps, vous avez un pied dans, en gros, les problématiques sociétales, puisqu'en fait, la société attend beaucoup, finalement, de ces travaux. Alors, c'est un petit peu l'objet, finalement, de cette table ronde, c'est comment, finalement, cette recherche que vous développez est inspirée. Est-ce que c'est par rapport à des besoins sociétaux que le chercheur peut comprendre, observer et qu'il va du coup prendre en charge dans l'évolution de ses projets de recherche et de sa thématique de recherche? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, cette recherche, ces problématiques, elles naissent purement de l'esprit du chercheur en ayant une petite considération quelque part avec ce qui semble être attendu. Autrement dit, est-ce que finalement cette intégration, elle est plutôt top-down, elle part de la recherche pour aller irriguer les besoins sociétaux, ou est-ce qu'au contraire, elle est au départ issue de la compréhension qu'a le chercheur des besoins qu'il peut observer de la société et qui va influencer finalement les directions qu'il va pouvoir prendre. J'ai entendu dans vos témoignages, les premiers témoignages, que finalement ça peut être les deux, hein, mon colonel, quoi. Voilà, donc je vous propose du coup de refaire un tour en essayant d'auto-analyser un petit peu votre expérience et de voir un petit peu comment cette idéation finalement elle naît. Voilà. Alors après, vous pouvez intervenir à votre guise, mais on peut refaire un tour comme tout à l'heure. Donc Karine, si tu veux commencer. Oui. Alors, du coup, est-ce qu'on est influencé par les besoins de la société, ou est-ce que ça vient de nos besoins de développement propres pour répondre à certaines questions? Finalement, nous, en tant qu'institut, très clairement, puisque nos activités ne sont pas seulement de la recherche, mais bien de l'appui au pouvoir public et de l'expertise pour les industriels, on est très, très influencé par les demandes sociétales. On est d'ailleurs assez vite mobilisé sur des demandes sociétales, hein, quand on va sur toutes les questions de pollution en général.
et notamment pollution liée à des industries. Donc ça va très très vite. Le moindre accident, finalement, on sera également mobilisé. Donc forcément, de notre côté, il y a les deux. Il y a forcément les deux, même si on ne le pense pas forcément comme ça quand on pose la question de recherche. On vit de toute façon avec tout ce background en nous. On a l'objectif, au travers des questions de recherche que l'on pose et en fonction des sujets sur lesquels on va travailler, de développer, parce qu'on sait qu'on a des manques d'ores et déjà. Et ces manques, pour pouvoir répondre justement à des questionnements et des approches les plus intégrées possibles. Et si je prends le cas des NATEC, ben évidemment, quand on est... où il y a vraiment une interaction entre des aléas évolutifs et en plus dans un contexte de changement climatique, donc exacerbé par le changement climatique, des écosystèmes industriels complexes avec des dépendances croisées, des territoires qui sont impactés, qui sont organisés avec et habités. Donc forcément, on a besoin d'ouvrir aussi pour que nous, on puisse intégrer dans nos méthodes d'autres approches, d'autres méthodes, et qu'on aille plus loin dans la manière d'approcher, et certainement avec différents angles de vue et différentes... Et du coup, la multidisciplinarité est intégrée à ce moment-là. Enfin, je veux dire, parce que j'imagine que l'INERIS ne travaille pas tout seul. Oh, ben jamais. Voilà, donc voilà. Donc on a déjà un peu l'habitude de l'interdisciplinarité. Après, la difficulté, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on met derrière le terme interdisciplinarité. Pour de l'analyse de risque, de toute façon, on fait travailler différentes disciplines, différentes compétences. On est obligé. Maintenant, on a plus ou moins l'habitude de travailler avec ces disciplines. Là, ce qui change pour nous, par exemple, pour le projet NATEC, c'est qu'on travaille avec des disciplines avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, qui ont aussi des visions différentes. Si on parle du climat, où on est sur des projections qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Nous, à l'échelle d'une installation industrielle, on est sur 30-40 ans. Là, on parle de 2040, 2100. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes méthodes. On n'est pas du tout dans la même façon d'approcher aussi les problématiques. Ce qui demande, et je crois que ça a été dit, je ne sais plus par qui, ce qui demande du temps. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel dans je dirais, la construction collective. C'est le temps de se comprendre, de travailler ensemble autour de sujets d'études qui permet justement de bien appréhender les problématiques et de voir de quelle manière on va donc du coup, cette durée des PEPR, finalement, elle tombe bien dans cette démarche. Elle a un sacré avantage par rapport à des projets classiques. Et ça reste pourtant une difficulté qu'on identifie encore toujours au quotidien là, dans la réalisation du projet. C'est les temporalités entre nos attentes dans les projets. Parce que même si le projet dure 6 ans, dans ce projet, il y a différentes tâches. Il y a notamment des doctorants et ils ont 3 ans. 3 ans, c'est pas 6 ans. Ils ont besoin de données qui ne sont pas forcément disponibles là tout de suite parce qu'on a besoin aussi d'avoir ces données sur le terrain. Voilà, donc voilà. Il y a une question de temporalité qui est une vraie difficulté dans l'approche. Merci Karine. Stéphane, ton point de vue, je crois que tu voulais parler de Hiroshima aussi, qui est un exemple. Je vais peut-être revenir. Moi, fondamentalement, je vais un peu parler de moi quelque part en disant que je suis géologue au départ, géologue des chaînes de montagne. Pas du tout de la science des risques, mais en tant que géologue, ayant travaillé un peu partout sur cette planète, j'ai beaucoup observé, et je pense que c'est une notion très importante quand on travaille sur ces sujets, c'est la compréhension du monde dans lequel on est. Et effectivement, c'est cette conjonction entre l'observation du système Terre, finalement, et confronté au risque, ce que j'ai dit tout à l'heure, le Népal, par exemple, un pays que je connaissais relativement bien, qui m'a amené à aller vers les risques. Et par ailleurs, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, je pense, une appétence, parce qu'il faut avoir une appétence personnel à aller vers les autres, à aller communiquer et à travailler avec, que ce soit les décideurs ou autres d'ailleurs, peu importe.
Mais donc je pense que c'est un peu cette conjonction qui m'a amené et que je pense être un peu utile. Je n'ai pas la prétention de résoudre tout, mais d'être un peu utile dans le système en disant je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et justement, on va revenir sur Revosima. Alors, je vais parler de Revosima. Revosima, c'était une structure qui a été mise en place à la suite de la crise sismique à Mayotte qui a débuté en 2018, si je me souviens bien, et qui n'a pas été très bien comprise au départ et qu'il a fallu construire. Pourquoi ces séismes avec des séismes très forts, jusqu'à magnitude 6, qui étaient ressentis dans une île où il y a déjà beaucoup de problèmes, etc. Et c'était très intéressant. Je me souviens d'une réunion au ministère, c'était le ministère de l'Outre-mer, où la ministre qui était présente, il fallut lui demander beaucoup d'argent, 4 millions d'euros, pour les campagnes à la mer, etc. Elle disait, mais ça sert à quoi tous vos trucs, quoi, on ne comprenait rien. Et donc, je me souviens très bien que pour expliquer à une ministre, moi, je lui ai parlé de plomberie. Et si j'étais parti sur un discours sur les problèmes de pressurisation, de gaz, de machin, de chambres magmatiques à 40 km de profondeur qui alimentent une chambre à 10, puis après ça part parce qu'il y a une surpression, ça craque les roches, etc., je l'aurais perdu. Et je me souviens très bien que le message qui est passé vis-à-vis de la ministre, se dit bah oui, c'est un problème de plomberie, là c'est bouché, là c'est ouvert, et là ça va péter, quoi, en gros. C'est comme chez vous. Et là, elle m'a regardé des grands yeux, elle a dit ah oui, j'ai compris, on signe. Et c'était très intéressant parce que c'est assez comment le lien avec le politique et comment en fait le discours scientifique qu'il faut maîtriser. Et c'est ça qui est important. Il faut maîtriser, il faut savoir de quoi on parle. Vraiment, il faut maîtriser les concepts, maîtriser les valeurs, les chiffres, etc. Mais ce n'est pas des choses que vous transmettez aux décideurs publics parce que ça, ils ne vont pas les comprendre. Parce que pour eux, c'est du charabia. Et donc là, je voulais juste intervenir sur cette question de la communication, comment on communique, comment on passe les informations, qu'elles puissent être transmises, qu'elles soient entendues. Mais il faut partir, et ce qui est fondamental quand même, sur de la donnée. Comment on part de la donnée, de l'observation, des phénomènes, de la compréhension, de l'anticipation, et comment on transmet cette information de façon la plus simple et la plus rigoureuse, et c'est toute la difficulté, aux décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions, ou au moins qu'ils nous entendent, et qu'ils comprennent, et qu'ils assimilent, et qu'ensuite ils prennent les bonnes décisions. Voilà, donc je reviens, voilà, je suis parti des sciences fondamentales, hein. Je suis un géologue, essayer de comprendre les chaînes de montagne et comment j'ai été amené à aller vers les sciences des risques. Voilà. Le Revosima, c'est quand même. Moi, j'ai toujours vu ça comme une performance française parce que, en parlant d'interdisciplinarité, c'est quand même un objet, cet observatoire. Revosima, c'est un observatoire. Il a déjà été initié, financé par une instance interministérielle, ce qui est, je veux dire, en France, ça n'arrive pas très souvent, puisque nos ministères sont quand même assez silotés en bureaux, qui ont chacun leur spécificité. Les budgets sont ce qu'ils sont, attribués, etc. Et là, pour le coup, l'urgence et je pense la pression aussi du ressenti qu'avait la population qui remontait jusqu'à la préfecture a décidé quand même, certains responsables ministériels, à dire « Ok, on va se mettre autour d'une table avec les scientifiques et on va voir ce qu'on peut faire ». Et du coup, ça a donné naissance à cet observatoire qui a permis aussi, comme tu le disais, d'avoir des manips et des expérimentations océano notamment extraordinaires. Hein, donc, mais avec aussi quand même une limite. On a bien vu la limite puisqu'en fait là on est au milieu du gué sur Revosima, enfin sur le suivi, parce que justement l'observatoire n'est pas complètement monté, hein, on a une vraie difficulté autour de ça. C'est de la limite du financement de la recherche à risque en France. Et je vais m'expliquer. Quand il y a eu la volonté de monter l'observatoire de Mayotte, avec le déploiement d'une fibre pour faire le suivi en temps réel de l'activité sismique, c'était un projet prioritaire sur le bureau du Premier ministre. Donc ça aurait dû être financé tel quel, il fallait 20 et quelques millions d'euros à l'époque, c'est cher, mais il fallait cet argent pour monter cet observatoire in situ. Et c'est là qu'on voit la limite du système. On se dit, très bien, vous allez passer par les équipex, puisque c'était la mode des équipex. Et donc là, vous passez d'un mode qui est, on doit financer, il faut mettre l'argent. Les scientifiques, c'était avec l'IFREMER, l'IPGP, le CNRS, le BRGM. Tout le monde était d'accord. C'était pas pour aller arnaquer l'État sur se faire du soude sur les dessous. Il fallait cet argent, il fallait 20 et quelques millions d'euros. Et on nous dit, vous allez aux équipex. Et donc, c'est un appel d'offres international évalué par un jury international. Et le jury international nous dit,
« Ah, c'est bien votre projet, mais il n'y a pas assez de recherche. Donc c'est classé B ou A et non pas A+. » Et donc l'État, au lieu de nous donner ce dont on avait besoin, nous dit « vous aurez la moitié ou 2/3 du projet, je ne sais pas quoi ». Et vous n'avez pas l'argent dont vous avez besoin, que c'est une priorité de l'ESA. Il y a besoin de déployer, il n'y a pas de discussion possible. Et ça rame toujours. Et on n'a toujours pas fini ce projet parce qu'on n'a pas eu l'argent nécessaire. Entre-temps, il y a eu la crise en Ukraine, donc les métaux ont augmenté, le prix du pétrole a augmenté, tout ce que vous voulez. Et donc, on voit très bien là la limite du financement de l'État. Et je vais reparler d'un autre exemple. On en parlait tout à l'heure. Je garde le micro sur un autre cas qu'on est en train de vivre actuellement sur les risques océaniques. Les risques d'origine glaciaire et périglaciaire, c'est tout ce qui se passe actuellement lié au changement climatique dans nos montagnes, en particulier dans les Alpes, où ça devient un risque majeur émergent. Il y a eu évidemment Blatten en Suisse, il y a eu la Bérarde il y a 2 ans maintenant, je crois. C'est un risque majeur identifié par l'État, financé par le MTE. Et là, le MTE nous dit, bon, écoutez, on va arrêter de financer la recherche. Ça va être au MESR, donc le ministère de la Recherche, de prendre le relais. Et qu'est-ce que me dit à nouveau le MESR? Il dit, c'est très bien, vous allez déposer un projet ANR. Et là, je te dis, mais vous n'avez rien compris, quoi. Donc, on va encore passer sur un appel d'offres, c'est une priorité, c'est identifié. Il y a des risques, il y a une vingtaine de lacs glaciaires identifiés dans les Alpes, etc. On doit faire de la recherche, c'est pas question d'économie, on nous dit, montez un projet de recherche. Et là, on est encore obligé de se battre avec l'État en disant, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche ciblée qui doit être financée et on ne doit pas aller sur des appels d'offres. L'État doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a des équipes qui sont compétentes, il faut leur faire confiance, mais il faut leur donner les moyens de travailler. Il ne faut pas aller sur des projets qui seront aléatoires, peut-être qu'on les aura, peut-être qu'on ne les aura pas. Et donc là, je pense que ça vient sur le cœur du débat. Une des difficultés, ce n'est pas la seule, mais une des difficultés, c'est comment l'État finance la recherche à risque. C'est une question de fond, parce qu'il y a en amont de la recherche qui est très fondamentale, et un certain nombre de vous en faites, et il faut le faire, c'est important, mais vous avez une recherche qui est plus opérationnelle. C'est ce que fait typiquement le CRNM à Toulouse. On est à la transition recherche opérationnelle. C'est ce que fait très bien Météo France, par exemple. Et là, il n'y a pas de discussion. Il faut mettre l'argent nécessaire pour que les équipes travaillent et pas qu'aillent chercher des appels d'offres aléatoires. Et donc ça, c'est une vraie limite, une des limites dans notre système sur lequel on est en train de se battre pour que l'État entende qu'il y a des choses qui doivent être financées, parce qu'il faut les financer, et que les chercheurs ne perdent pas du temps sur des projets qui sont aléatoires en termes de financement. Voilà. J'en retiens qu'au niveau intégration, il faut qu'on puisse bien interagir avec les services de l'État dans le cadre notamment de notre PEPR. Donc alors ça tombe bien parce qu'ils font un certain nombre de ministères sont impliqués dans notre comité des parties prenantes. Donc on va commencer les activités là juste après ces journées. Mais je retiens qu'il y a des messages à faire passer au niveau de ces instances ministérielles. Merci Stéphane. Et juste peut-être si je peux ajouter par rapport à ça, par rapport au Revocima, le Revocima, c'est vraiment une réussite, je pense, au niveau français, parce que justement, sur l'intégration, on a réussi à mettre les gens autour de la table. Donc là, c'était intégrateur pour les différents ministères. C'est pas un observatoire, c'est un réseau. Alors, pourquoi pas le mot observatoire? C'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là, mais c'est un réseau de surveillance. Voilà. Mais il y avait en effet 4 ministères qui étaient autour de la table et qui ont financé ce réseau. Donc c'est exceptionnel. Là, la France a quand même très bien joué à ce moment-là. Depuis, ça a un peu changé et voilà, Stéphane est parti dessus. Si je reprends par rapport à la question, est-ce qu'on est dans du bottom-up ou du top-down par rapport à l'intégration, en effet, comme ça a déjà été dit, je pense que ça dépend vraiment de l'objectif qui est ciblé et du public aussi ciblé. Mais si le but, c'est vraiment l'intégration de pluridisciplinaire dans la chaîne globale des risques avec tous les acteurs concernés, c'est évident qu'il faut intégrer et qu'il faut co-construire ensemble. Si on co-construit pas ensemble, justement, eh bien, on s'arrête à la limite. C'est-à-dire que nous, on observe, par exemple, je prends le suivi de l'activité volcanique parce que je connais bien, et puis on a les autorités, on transmet une information, mais on ne co-construit pas ensemble, et on ne sera pas 2 acteurs qui pourront agir sur un même sujet. Mais pour co-construire ensemble, il faut d'abord apprendre à se parler et à se comprendre. Alors c'est un peu béaba peut-être ce que je vais dire, mais je pense que c'est quand même un des points vraiment qui est crucial si on veut ensuite pouvoir répondre aux questions qui vont se poser et qui vont être posées notamment par les gens localement.
et apprendre à se parler et à se comprendre. Il y a 2 niveaux d'apprentissage pour nous, je pense, en tant que chercheurs. Le premier niveau, ça va être apprendre à se parler entre chercheurs, entre scientifiques dans les différents domaines. On le dit, c'est pas évident, on n'a pas les mêmes méthodologies, pas les mêmes manières de faire. C'est vrai, il faut du temps long, c'est vrai aussi. Il faut arriver à s'écouter, c'est pas toujours simple, à se comprendre. Et je donne un exemple parce que c'est récent, c'est dans le cadre de ce projet. Des gens qui sont dans la salle s'en souviendront sans doute. Le workshop qui a été organisé par Soraya dans le cadre du projet Cocher en Martinique. Donc c'était au mois de janvier. Donc projet Cocher, il y avait aussi le projet Rome, Risque et Société. Et puis on s'est tous retrouvés là-bas. Très intéressant, surtout pour des gens comme moi, où j'avais travaillé un petit peu avec des géographes qui sont dans la salle, mais finalement c'était une discipline, une autre. Jamais vraiment avec autant de disciplines différentes. Là, on avait des sociologues, historien des sciences, on avait donc géographe, géophysicien, modélisateur. Et en fait, on se rend compte, en effet, on n'a pas les mêmes manières forcément d'aborder les problèmes. Parfois, certaines incompréhensions. Je me souviens d'un sujet où on a parlé de la problématique entre surveillance et observation. Stéphane va bien comprendre ce que je veux dire. Et je sentais que ça n'avait pas du tout la même répercussion pour certaines disciplines qui étaient là, mais pour qui la problématique... Donc voilà, je pense que ce temps long, il est nécessaire. Et c'est pas si simple en fait, mais on n'arrivera pas du tout à franchir et avoir une recherche intégrée si on fait pas ça. Donc il faut prendre ce temps-là. On a parlé de faire d'autres workshops et ça me paraît essentiel en fait pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Deuxième apprentissage important pour nous, si je me positionne à la place du chercheur, c'est l'apprentissage de la discussion, apprendre à parler, à communiquer, à comprendre avec bien sûr les différents acteurs. Donc on a parlé des acteurs politiques, on peut aussi parler des acteurs locaux. Si je reprends l'exemple de Mayotte, c'est des choses qu'on a commencé avec cette naissance du Revocima, c'est des choses qu'on fait avec les observatoires volcano. Mayotte, par exemple, quand on nous a demandé, c'était vraiment la panique au moment de la crise, quand on nous a demandé de donner finalement quel est le risque de tsunami. Il fallait des réponses tout de suite, il fallait un rapport, il fallait quantifier les choses. Donc on a travaillé avec la préfecture pour la définition de zones stratégiques pour essayer de répondre à leurs attentes. Et on a fait des modélisations sur certaines zones ciblées. Donc c'est ces premiers apprentissages-là. Il y a eu beaucoup de réunions. Je me souviens de présentations scientifiques avec des maires, des élus locaux, où on a dû changer un peu notre manière de présenter pour s'adapter et puis entendre aussi eux ce qu'ils cherchaient. Et je pense que cet apprentissage-là, il est essentiel et il est aussi important dans ce lien avec les populations, puisque finalement c'est quand même ça l'essentiel, pour pas qu'ils se sentent uniquement comme un objet d'étude. Mais on travaille ensemble, on définit ensemble. Ça, c'est aussi des choses qui ont été abordées. C'est des choses qui sont ressorties dans cette crise de Mayotte. Et même en tant que chercheur, quand on mélange différentes disciplines, il y a une discipline qui peut se sentir un peu étudiée par l'autre. Donc il faut qu'on arrive à passer au-delà de ça et vraiment à co-construire ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais la chance qu'on a, c'est ce type de programme qui est sur le temps long. On n'a jamais eu d'espace en France comme ça, de programme comme ça, où on pouvait justement travailler à ça. On a essayé de le faire des fois dans des petits projets ANR. Alors, il y avait un peu une suite, puis à la fin, on avait en effet on essayait d'aller vers les SHS, mais on n'a jamais co-construit ensemble. Et je pense que c'est vraiment l'avantage de ce programme-là. Donc, il n'y a pas de solution. On est en train de les créer, j'espère. Merci Anne. Ça me fait penser, quand on regarde un petit peu comment la recherche s'organisait, alors je fais un petit flashback sur mes années étudiantes, mais finalement le chercheur travaillait sur des zones à fort intérêt scientifique, c'est-à-dire c'était des observatoires purement scientifiques dans lesquels il se sentait bien, parce que les variables étaient à peu près maîtrisées, il y avait déjà des données, donc là il pouvait démontrer une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie. Et je pense que depuis quelques années, on rentre dans une autre façon de voir, de problématiser la recherche, c'est d'aller sur des zones d'intérêt social. C'est-à-dire, alors au BRGM, on connaît ça parce qu'on fait beaucoup de projets d'appui aux politiques publiques où le gestionnaire de risque local, ça peut être l'ADREAL, ça peut être les collectivités, nous dit non, mais moi, c'est cette zone-là qui m'intéresse, quoi. C'est pas celle-là où il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, quoi. Et là, on arrive en terrain inconnu, quoi. C'est-à-dire qu'on doit faire preuve d'imagination et on doit gérer finalement cette nouvelle approche, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette mutation. Et par rapport à ce que vous disiez, Stéphane et Anne,
Au niveau du vocabulaire, je laisserai Jean-Christophe aborder le sujet, mais on a eu une discussion lors du kick-off meeting sur ce qu'était la vulnérabilité dans Iriclim. Je lui laisserai le temps de répondre. Maza, tu as... Oui, alors je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que pour le changement climatique, je ne sais pas ce que tu en penses, on a... Alors, nous, scientifiques qui travaillons sur le changement climatique, je pense que ça fait assez longtemps qu'on alerte dans le premier rapport sur le réchauffement climatique, 1975. Il y a eu beaucoup d'organisations, il y a le GIEC, donc il y a énormément d'initiatives, à la fois sur la promotion des connaissances, la synthèse des connaissances fondamentales, et puis la déclinaison sur les impacts du changement climatique, et puis aussi sur les méthodes d'atténuation. Donc c'est les rapports du GIEC, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Force est de constater que, en fait, on ne vient pas forcément nous poser des questions sur le changement climatique. Parfois, c'est plutôt ça, quoi. Ou ça, ou ça. Enfin bon, donc c'est pas forcément perçu. Alors c'est très général ce que je dis, mais tout le monde ne perçoit pas les risques qui sont liés au changement climatique. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres risques, et il y a même beaucoup de choses importantes dans la vie qui ne sont pas forcément des risques. Et donc on n'a pas. Je pense que le fait qu'on communique beaucoup. Il y a beaucoup de climatologues qui se sont sentis finalement peu utiles parce qu'il n'y avait pas d'écho. Alors c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas d'écho. Quand on regarde la politique du Green Deal, par exemple, en Europe, c'est quand même assez tourné sur l'atténuation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, assez parcellaires. Mais chez nous, je dirais, et en particulier chez nos jeunes qui nous rejoignent, il y a une vraie volonté d'essayer de convaincre de faire quelque chose. Ce qui est un petit peu différent, je pense, que de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et donc, cette histoire de communication, oui, il faut faire de la communication, il faut trouver le moyen de parler. Et peut-être il faut trouver le moyen de parler de changement climatique sans parler de changement climatique seulement. Et je pense que, un des moyens, par exemple, c'est de parler plus d'impact. Quand on parle de retrait-gonflement des argiles, je pense que alors là, on touche aux maisons, aux bâtiments. Ça, tout de suite, ça a plus d'impact que de dire il va y avoir plus de pluie ou même plus de tempêtes. Donc, on a tout ce lien-là à faire vers les impacts. Nous, en modélisation du climat, on ne le faisait pas vraiment. Donc, il y a une acculturation qu'il faut faire. Se rendre compte que nos résultats de modèles globaux, ils sont utilisés ensuite dans des modèles d'impact, etc. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans Traxi, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois l'aller et le retour et la construction de la connaissance de finalement ce que va devenir le premier résultat sur la température, la précipitation, les vents, jusqu'à l'adaptation ou les mesures d'adaptation. Mais avant ça, la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, aussi bien sur l'atténuation que sur l'adaptation. Mais je pense que notre premier travail, c'est de convaincre qu'il faut faire quelque chose. Alors je dis qu'on se sent parfois un peu désemparé, mais en fait, dans le PEPR Trax, on voit quand même qu'on a beaucoup de parties prenantes qui s'intéressent au changement climatique. Par exemple, et c'est pas au hasard, les assureurs. Par exemple, les grandes compagnies de production ou de transport d'énergie qui sont dépendants forcément du climat, mais aussi au titre de la consommation d'électricité, par exemple, mais aussi de la production avec les énergies renouvelables. Alors c'est là qu'intervient le concept de service climatique. Le service climatique, il va chercher à décliner la connaissance sur le changement climatique directement pour les parties prenantes. Et certaines grandes entreprises ont leur propre service climatique, comme EDF par exemple. Donc ils vont faire à partir de nos résultats de modèles, plus leurs propres connaissances, ils vont construire exactement l'information qu'il leur faut pour piloter leurs décisions sur les infrastructures et sur les centrales qu'ils ont déjà. Et puis, tout un tas d'autres acteurs sont plus désemparés parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer le service climatique qui leur convient. Et donc, une part importante de Trax, c'est aussi de sonder et de faire la synthèse de ça, de tous ces besoins. Et on ne peut pas répondre à tous les besoins, mais je pense qu'on peut essayer de répondre à certains en
en les considérant comme des ensembles de questions à nous, scientifiques. Donc le retour, l'interrogation des parties prenantes, elle est essentielle. C'était pas du tout... et d'ailleurs, il y a des modélisateurs qui s'y intéressent pas vraiment, mais disons qu'il en faut suffisamment pour que ce flux d'informations et de questionnements puisse être pris en compte au moment même de la conception des modèles et de leur réglage. Voilà. Peut-être que tu veux compléter. En tout cas, si ça peut faire naître des collaborations entre Trax et IRIMA, je pense que ce serait assez bénéfique du coup qu'on puisse réfléchir ensemble à ce genre, comment dire, pas une nouvelle génération de services climatiques, mais en tout cas comment on peut les décliner par rapport aux besoins que nous on pourra observer en interagissant avec nos parties prenantes, quoi. Oui, exactement. Donc, je confirme que le projet IRICLIM au sein d'IRIMA est aussi à l'interface entre IRIMA et Trax. En particulier, lors du kick-off d'IRICLIM, on a organisé, comme je disais, un webinaire avec une présentation faite par Samuel Morin, donc qui nous a présenté le PEPR Trax. Et on a déjà pris des contacts avec le projet Dialogue. Donc, sous-entendu dialogue avec la société sur les enjeux du réchauffement climatique, voilà, le fait que la société a du mal à accepter cet état de fait, la sortie des énergies fossiles, etc. Donc ça, c'est pas nous qui allons le faire, c'est vraiment... Mais évidemment, il y a des choses qui seront communes avec IRICLIM et les choses qui sont faites dans Trax. Il y a aussi le projet Démoclimat dans Trax qui s'intéresse au système d'aide à la décision. Pour IRICLIM, les systèmes d'aide à la décision, c'est vraiment essentiel pour nous, puisque notre objectif, c'est de contribuer à améliorer ces systèmes d'aide à la décision. Donc là, c'est un peu l'aspect top-down, on va dire. Donc à la fois sur les aspects feu, retrait-gonflement des argiles, précipitations intenses. Alors après, bon, c'est presque de l'ingénierie quand on développe un nouveau produit ou un nouvel algorithme pour faire un service. C'est quand même la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on répond aux besoins des utilisateurs. Voilà, donc moi j'ai contribué dans ma carrière au développement des produits Copernicus. Donc Copernicus, c'est un système européen qui utilise l'infrastructure satellitaire européenne pour faire des produits. Voilà. Et évidemment, dans ce processus, il faut s'assurer que tous ces produits qui coûtent très cher à produire, enfin déjà il faut lancer les satellites, ensuite bon, il y a toutes les chaînes de production derrière, vont être utilisés. Donc c'est la même chose qu'il faut faire à notre niveau. Tout ce qu'on développe, même si c'est encore recherche, parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est l'opérationnel de demain. Donc dès cette étape, il faut s'assurer que la direction que l'on prend est cohérente avec les besoins des utilisateurs. Alors, les utilisateurs, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a les systèmes d'aide à la décision eux-mêmes, qui ont leurs propres besoins. Mais il y a aussi les acteurs locaux. Alors, pour ce qui nous concerne, ça peut être les services de l'État départementaux, les SDIS, les municipalités. Et dans IRICLIM, donc on a prévu de traiter ces deux aspects. Donc en particulier en se concentrant... Alors, le territoire étudié, ça va être la France continentale et la Corse. À ce niveau, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est un peu macroscopique. Donc on va faire des produits un peu génériques, on va dire. Génériques, mais quand même à une résolution spatiale assez élevée de 1,3 km. Et donc ça, on va pouvoir le faire grâce à la nouvelle réanalyse qui s'appelle ARA, donc qui est en cours de finalisation par Météo France, qui va fournir des variables atmosphériques à haute résolution spatiale, donc 1,3 km sur toute l'Europe de l'Ouest, depuis le début des années 60 jusqu'au temps réel. Voilà, donc pour Météo France, IRICLIM, c'est un projet qui est important parce que l'idée, c'est que ça sert aussi de vitrine pour cet effort considérable qui a été fait.
Donc pour ceux, enfin vous connaissez peut-être l'arénéis safran qui existait, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui commence à être un peu obsolète, on va dire, hein, voilà, qui n'est plus trop à l'état de l'art et qui est à 8 km de résolution. Donc là, grâce à Iriclim, on va avoir quelque chose de beaucoup plus efficace, on va dire, pour traiter de ces risques liés au climat dont on parle. Voilà, donc pour rejoindre la question de la vulnérabilité, même si on est à 1,3 km de résolution sur toute l'Europe de l'Ouest, bon, certains processus, c'est des échelles encore plus fines. Et ça, évidemment, voilà, si on ne va pas sur le terrain, si on ne discute pas avec les acteurs locaux, on ne peut pas le savoir. Il faut vraiment discuter. Et donc dans Iriclim, on a prévu d'avoir 2 études de cas où de manière très concrète, on va se mettre en relation avec des porteurs d'enjeux locaux. Donc il s'agit d'une région de plaine dans la région centre-Val de Loire et d'une région de montagne dans l'Isère. Alors, ces 2 régions n'ont pas été choisies par hasard, sachant qu'il y a déjà des initiatives qui existent dans ces 2 régions. Donc on ne part pas de zéro, on ne va pas réinventer la poudre. Voilà, donc la vulnérabilité, donc, dans Iriclim, c'est un work package à part entière. C'est le plus gros work package d'ailleurs. Et donc on prévoit qu'il y ait des interactions constantes entre ce work package et les work packages thématiques, voilà, inondation, feu, RGA, avec un enrobage de collaboration avec les systèmes d'aide à la décision, les porteurs d'enjeux locaux, en particulier dans ces régions que j'ai mentionnées. Voilà. Merci Jean-Christophe. Donc c'était une boutade, mais enfin, c'est pareil sur le mot résilience en fait. Suivant les communautés, en fait, ça prend une couleur, une définition et du coup différente. Et souvent, quand on présente nos travaux à ces communautés-là, il y a enfin pas une incompréhension, mais en tout cas, comment dire, la compréhension est différente. Donc ils pensent qu'on parle de certaines choses, alors qu'en fait, on parle d'autres. Donc oui, alors. J'ai oublié de mentionner que lors du kick-off, et même avant, on a eu une discussion sur la définition de la vulnérabilité, résilience, tout ça. Bon. Donc ce qui apparaît, alors, ce qui est intéressant aussi dans Iriclim, c'est qu'il y a plusieurs communautés différentes finalement qui se côtoient, ce qui est très bien. Et en fait, on s'est rendu compte que nous avons chacun notre propre définition de ce qui est résilience, vulnérabilité. Donc on est arrivé à une espèce de consensus disant que bon, on va éviter de parler de résilience parce que ça c'est vraiment très mal défini de notre point de vue. Par contre, vulnérabilité, réduction de vulnérabilité, ça parle à peu près à tout le monde. Et il y a une définition qui existe depuis longtemps, qui a été proposée il y a presque 20 ans par le GIEC de la vulnérabilité, qui a l'avantage d'être assez compréhensible par tout le monde et d'être assez facile à opérationnaliser en quelque sorte. Donc dans cette définition, il faut prendre en compte l'exposition, la sensibilité, c'est-à-dire une espèce de fragilité des enjeux, par exemple s'il y a davantage de personnes âgées ou autres, et ensuite la capacité d'adaptation. Voilà. Donc cette définition, elle parle à peu près à tout le monde, même si elle est un peu ancienne. Et elle peut être déclinée dans un deuxième temps sur des disciplines un peu plus particulières. Oui, tout à fait. Alors après, bon, peut-être qu'en cours de projet, on va peut-être réfléchir à passer à une autre définition, mais pour commencer, voilà. Merci. Je propose qu'on passe aux échanges avec la salle, donc n'hésitez surtout pas, c'est le moment. J'ai vu des mains qui commençaient à se lever, oui. Bonjour, merci. Bonjour, je suis Julien Robotier, chercheur géographe au CNRS. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai un petit commentaire et une question.
il y a toujours quelqu'un en général qui fait une remarque sur la représentation de la diversité à la tribune. Alors là, il y a 3 hommes, 3 femmes, c'est très bien, mais lequel d'entre vous relève d'un domaine de compétences qui appartient aux sciences sociales ? Bon, je ne veux pas être du tout offensif, hein, c'était très clair tout ce que vous avez dit, vous présentez des expériences, des trajectoires qui montrent que vous êtes sensible à la question, mais on sait évidemment, et là vient ma question, qu'on ne peut pas faire de la connaissance des processus le navire amiral de cette science des risques intégrés. Et vos expériences montrent que vous l'avez très clairement à l'esprit, mais c'est que la formulation même de nos questions en s'associant avec d'autres chercheurs, avec d'autres acteurs, va changer l'objet, mais va changer aussi nos pratiques. On en a tous des expériences respectives, et ma question, est-ce qu'on compte à l'échelle du PEPR ou à l'échelle d'autres institutions des dispositifs qui nous permettent de capitaliser, plutôt que d'avoir une liste des expériences respectives, de sorte à transformer quelques-unes de nos pratiques sur une partie au moins de nos champs de compétences, puisqu'on ne va pas être contraint de se parler tout le temps avec nos collègues d'autres disciplines, c'est pas ça, mais il y a des moments d'interfaçage, et comment on fait pour capitaliser, pour agréger, de sorte qu'on s'engage dans de nouvelles stratégies de recherche articulées à l'action. Est-ce que ça existe, ça ? Oui, alors je ne vais pas mentionner, mais dans IRICNIM, par exemple, il y a des sciences humaines et sociales, hein, en particulier dans le hors package sur la vulnérabilité. Donc, même si nous, ici, on n'est pas voilà, de ce domaine, je pense qu'on travaille sans aucun problème avec cette communauté. Bon. Peut-être que le meilleur exemple, c'est quand même que pour le CNRS au moins, ce PEPR est piloté non seulement par une femme, mais quelqu'un qui est des sciences humaines et sociales, et qui a un apport très important, je crois, dans la façon dont ce PEPR est piloté et avance. Et ta remarque, elle est intéressante. Je crois qu'aussi, et on va faire notre mea culpa, je pense que les sciences dites dures ou physiques, finalement, on a pris conscience. Enfin, alors, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler de façon générale. Personnellement, j'ai pris conscience de la notion, de l'importance des sciences humaines et sociales. Je ne sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Je commençais à être vieux. Donc, mais je veux dire, avant, je faisais mon travail de géologue purement avec mes analyses, des machins, sans cette dimension, sans aborder du tout cette question. Je pense que cette notion-là, et en particulier pour le CNRS, elle est, tu le sais bien, tu as eu un financement de la MITI, on se connaît bien, cette notion-là, elle est fondamentale. C'est une notion d'interdisciplinarité, en particulier le CNRS, elle est fondamentale. Et on ne porte plus des projets purement en physique, en bio ou je ne sais quoi, sans qu'il y ait une dimension sociale. Donc je crois qu'on a vraiment évolué, il y a une prise de conscience, et qui n'est pas simplement, comme disait d'ailleurs Anne, simplement la petite touche, tu sais, il faut mettre un peu de sciences humaines et sociales parce que ça fait bien ou parce que je ne sais pas quoi. Non, je crois que c'est une vraie réalité. C'est une réalité profonde de prise de conscience de l'importance des sciences humaines et sociales en lien avec les sciences plus physiques dans la façon dont on travaille. Ça, c'est vraiment... Et peut-être juste, pardon, et c'est vrai dans la plupart des PEPR. C'est pas vrai que dans ce PEPR. Et ça, c'est très important parce que je regarde ce qui se passe dans d'autres PEPR. Il y en a une vingtaine qui sont pilotés au CNRS. Et c'est très surprenant dans la façon dont les sciences humaines et sociales ont été intégrés, je dis bien dans la plupart, pas tous, mais la plupart des PEPR. Même sur les batteries, par exemple. Sur les batteries, la batterie, tu vas te dire, ça peut être que des problèmes d'électrolyte. Et ben non, il y a une dimension avec les impacts, les problèmes, enfin, il y a plein de problèmes, etc. Donc ça devient extrêmement prégnant et pas pour faire joli, parce que c'est important. Très bien. En fait, moi, je voulais répondre aussi, de manière générale, même en analyse des risques, d'un point de vue industriel, on va s'intéresser à une partie des sciences humaines et sociales, mais tout ce qui est des enjeux autour du facteur humain et organisationnel. Et je voulais ajouter aussi que dans le cadre du projet Risque Natech, en fait, on a tout un pan avec des équipes en sciences humaines et sociales qui viennent justement pour nous challenger sur la manière et proposer une autre approche sur la manière de travailler avec les acteurs des territoires et autour de quel objet commun que l'on a nommé le scénario, en fait. Mais voilà, comment va-t-on le décliner
mettre tout le monde autour d'une table, aligner les disciplines, faire émerger les interdépendances grâce à ça, poser les hypothèses et les incertitudes pour que tout le monde puisse en discuter collectivement, acteurs, disciplines, etc. Donc quelque part, voilà, si je peux répondre par rapport à ça, je pense que c'est une bonne... Soraya, je crois que tu... Ou Anne. Non, mais, oui, juste rapidement pour répondre, parce que je pense que c'était, alors, peut-être que j'ai pas été clair, mais c'était vraiment aussi le sens de ce que je disais quand j'ai dit apprendre à se parler, à se comprendre. Moi, j'avais travaillé jusque-là avec une géographe dans la salle. Et déjà, on a appris à travailler ensemble. Et j'ai découvert, en effet, le potentiel de ce qu'on pouvait faire ensemble. Pas moi d'un côté, elle de l'autre. Enfin, voilà, c'était quelque chose. Et pour moi, le PEPR, après, il a été construit sur cette base-là. C'était ensemble. On n'a pas associé une thématique ou une autre. Et quand il y a eu ces workshops-là, notamment qui ont été organisés, où on était tous là, on s'en est bien rendu compte. Et l'idée, c'était de co-construire ensemble des problématiques, de les trouver ensemble. Les actions qu'on a mis en place, par exemple, dans le projet Rome, là, sur l'aspect tsunami, il y a un work package qui est dédié à ça. En fait, on s'est dit, on va faire une charte entre nous. On va un peu expliquer comment on va travailler. Et notamment, on va tous relire, on va essayer de contribuer, de faire toujours des binômes dans les encadrements, de relire tous les articles, de relire toutes les présentations. En tout cas, on se dépasse. Peut-être qu'on ne comprendra pas tout le temps, parce qu'il y a des domaines spécifiques de compétences. Moi, je ne les ai pas tous, ça c'est sûr. Mais au moins, on l'a signé. Donc, on a fait une feuille, on a daté, on a signé. Donc, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. C'est une piste pour essayer de formaliser un peu ce lien et de trouver une manière de travailler ensemble, en fait. Et pour répondre à ces questions qu'on a essayé de construire ensemble. On a vraiment essayé de les faire dans l'écriture du projet et dans le travail qu'on est en train de faire. Un autre exemple peut-être que je peux donner, toujours dans ce projet-là, c'est sur l'aspect, on veut installer des nouveaux capteurs pour avoir des signaux précoces des éruptions, mais quand on a commencé à parler de ça, on s'est dit, oui, mais alors ça veut dire aussi du coup des signaux précoces des éruptions, donc un temps long qui s'allonge, l'alerte, les acteurs, comment on va traiter ça. Donc c'est un sujet qu'on a positionné aussi, qui est développé dans Cocher, que porte Soraya. Qu'est-ce que ça devient si on commence à modifier? Nous, on est content parce qu'on va avoir un signaux précurseur, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on a construit vraiment avec cette idée-là, donc avec des SHS. Voilà. Mais bon, peut-être qu'on ne l'a pas exprimé, et c'est complètement perfectible, et je pense qu'on a des voies à trouver, et j'espère que le PEPR permettra de les trouver. Alors pour le PEPR Trax, quand on a construit le PEPR, alors juste pour rappel, les PEPR sont construits très très rapidement. C'était un peu une gageure déjà pour une communauté, et donc on était tout à fait convaincus qu'il fallait inclure nos collègues géographes, philosophes, enfin bon. En fait, on dit les SHS, c'est un peu trop englobant. Il y a beaucoup de spécialités dans les SHS. Et on s'est dit, c'est pas possible de construire quelque chose en sélectionnant juste quelques personnes. On fera un appel à projet plus tard. Et en fait, cette première appel à projet a eu lieu. Et effectivement, il y avait une thématique qui était vraiment approche inter et transdisciplinaire pour l'adaptation climat. Et effectivement, il y a des consortiums qu'on ne connaissait pas du tout, nous, au départ, qui se sont construits autour de thématiques sur comment s'adapter au changement climatique, en particulier le projet qui s'appelle Know-how plus 4 degrés, qui est piloté par Isabelle Ruin à Grenoble. Et donc petit à petit, voilà, on apprend aussi à se connaître et à connaître l'autre communauté qui est très diverse. Et je pense qu'on en est très heureux, mais on a beaucoup à faire. Donc il ne faut pas hésiter non plus à dire, moi j'aimerais faire quelque chose, mais voilà, comment je le fais? Est-ce que je peux rejoindre ce projet qui existe déjà, etc. Faut pas, voilà, il n'y a pas de murs qui sont fermés. Peut-être juste dire merci Julien pour ta réaction, mais les scientifiques ne sont pas responsables de cette situation, vu que j'ai monté la table ronde. Et c'est exactement ce que j'espérais en quelque sorte comme réaction, non pas pour dire justement
C'est pour pouvoir mettre sur la table que les risques intégrés, ce n'est pas les sciences dites naturelles ou exactes plus les SHS. Et que cette division des sciences qui existe, de fait, couvre, à mon avis, le fait qu'au sein de chaque de ces univers-là, il y a des approches, des méthodes, des manières de poser les problèmes qui sont radicalement différents. Et qu'à force toujours de poser ça en sciences dites dures, SHS, on dit, OK, pour faire de l'intégré, on va faire des collaborations, on va pouvoir travailler avec des gens avec qui on ne travaillait pas, etc. Je pense que si on procède comme ça, on n'arrivera jamais à faire des sciences, des risques intégrés, parce que justement, dans la notion de risque intégré, c'est pas l'interdisciplinarité dont simplement on parle, c'est pas des collaborations interdisciplinaires ou entre les disciplines dont on parle, c'est comment des problèmes qui sont posés en même temps, qui s'influencent les uns les autres sur les mêmes territoires, avec des paramètres qu'on n'a pas, comment on les prend en compte, comment on les traite. Et on ne va pas pouvoir les traiter uniquement en mettant en œuvre ce qu'on a l'habitude de mettre en œuvre. Et je pense que si on ne sort pas, et c'est pas, l'innovation ne viendra pas simplement de la collaboration entre disciplines, elle viendra aussi du fait de se questionner les uns et les autres, les SHS comme les sciences dites dures, sur leur propre manière d'appréhender les problèmes. Et une des raisons de cette table ronde, telle qu'elle est représentée ici, c'est vraiment la question justement du changement climatique et la question des risques dits naturels. Ça, je peux, parce qu'on a déjà des études qui existent, et c'est deux manières radicales d'approcher les problèmes. On a l'impression de loin que c'est pareil, mais sur le terrain, comment, par exemple, en Martinique, aux Antilles, où on a des volcans, des séismes, tsunamis, la pauvreté, etc., comment on fait ? Il ne suffit pas qu'on mette ensemble tout ce qu'on fait les uns les autres. Et donc, ce PEPR, et j'espère que cette table ronde sur les risques intégrés, c'est dire finalement les limites, et ce n'est pas pour pleurer sur nos limites, parce que la science a régulièrement remis en cause ces paradigmes scientifiques, je suis historienne et sociologue des sciences, pour se poser la question, qu'est-ce qu'il faut comme autre paradigme pour se saisir de ces questions-là. Et je pense que si on n'arrive pas à franchir cette barre, on fera des choses fort intéressantes, fort sympathiques, mais on ne résoudra pas les problèmes qui sont posés à nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Donc je ne sais pas comment vous voyez ça les uns et les autres, je dis ça à la table ronde, mais ça se pose pour nous, c'est ça l'enjeu. Oui, alors évidemment, je suis complètement d'accord avec toi, et justement, ça m'amène à réagir. Quand j'ai travaillé, là, je vous disais que j'avais fait l'IHEMI, j'étais avec des préfets dans cette formation, et donc moi, j'étais le scientifique du groupe. Et les préfets sont très sciences humaines et sociales, de par leur culture, et aussi de par ce qu'ils font au quotidien. Un préfet, au quotidien, il est sur le territoire avec des gens qui ont des problèmes tous les jours. Donc c'est vraiment des êtres humains qui sont tournés vers les autres. Et dans la gestion de crise, et c'est très intéressant parce qu'on discutait justement d'un cas d'une inondation qu'une préfète, en l'occurrence, avait à gérer. Et elle était désarmée sur l'aspect scientifique, enfin sur l'aspect sciences dures justement, parce que donc ils ont bien la démarche d'application de la loi, comment on va gérer le S10, les postes de secours, tout ce que vous voulez, ça ils savent faire, et avec les populations ils savent faire. Mais par contre, il manquait cette dimension de la gestion scientifique, cette phase de sciences dures, qui lui manquait dans son analyse de la situation. Donc là, je retourne la situation un peu dans l'autre sens, vue d'autre côté. Et c'est très intéressant. Et il m'avait dit, ça m'a beaucoup marqué en me disant, j'ai beaucoup progressé dans la gestion de crise, dans cette gestion de crise, quand j'ai discuté avec un hydrogéologue ou un hydrologue qui m'a expliqué comment l'eau elle se comportait, ceci, cela. Et qu'à ce moment-là, en intégrant ça dans sa démarche de gestion de crise, alors elle l'a mieux géré parce qu'on lui avait expliqué quel était le comportement de l'eau qu'elle ne connaissait pas du tout. C'était quelqu'un qui venait de la littérature, c'est quelqu'un qui faisait de la littérature au départ, et donc il n'y avait pas du tout cette notion. C'est très intéressant. Et donc c'est là où ça lui a permis de mieux gérer cette crise. Donc c'est là où ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire.
C'est-à-dire qu'on a les deux. Moi, je suis pas. Si je peux donner, enfin moi, les gens ici, là, on peut donner des éléments factuels sur qu'est-ce qui se passe, etc. On n'est pas suffisamment armé sur la gestion humaine. Voilà. Et donc c'est là où tu as complètement raison, où ça doit être complètement intégré. C'est ce qui rend tout à la fois compliqué et extrêmement intéressant cette notion-là, parce que dans la notion de risque, évidemment, ce dont on parlait beaucoup finalement jusqu'à maintenant, c'était des aléas. Et que si on parle de risque, évidemment, il y a un impact sur des sociétés. C'est là où ça devient des risques. Donc évidemment, c'est cette intégration aléa versus la population, vulnérabilité, exposition, tout ça qui rend, ça devient du risque. Voilà. Ouais, je peux peut-être rajouter quelques éléments. Moi, je me souviens que... Alors, je veux dire, c'est pas forcément une question de budget, c'est aussi une question de nécessité. Je me souviens que dans les années 90, il existait déjà des lignes budgétaires qui incitaient à faire travailler ensemble les SHS avec les météos, etc., par rapport aux risques climatiques et autres. Mais c'était très difficile pour nous de trouver des spécialistes des SHS qui soient intéressés par ce qu'on faisait. Voilà, il a fallu attendre 2003 avec la vague de chaleur, 10 000 ou 15 000 morts à Paris, pour que les communautés se disent « ah ben tiens, il faut vraiment qu'on travaille ensemble », puisqu'il y avait réellement un problème de fragilité, de sensibilité, voilà, qui n'avait pas du tout été anticipé et qui était vraiment très lié au climat. Et à partir de 2003, justement, ça a été beaucoup plus facile pour les équipes de Météo France et du CNRM qui travaillaient sur la modélisation des îlots de chaleur urbains de travailler avec des sociologues. Et d'ailleurs, ils sont très, très en avance par rapport à tous les autres sur cette question. Voilà. Donc, bon, je dirais que malheureusement, au fur et à mesure qu'il y aura des catastrophes, bon, je pense que par nécessité, de toute façon, les communautés vont devoir d'elles-mêmes, et elles vont le faire d'elles-mêmes, travailler ensemble. Il y a des étudiants maintenant qui ont les deux, qui sont vraiment interdisciplinaires et qui font leur thèse à la fois en sciences. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais ça les intéresse vraiment d'avoir les deux aspects, les deux volets. Et donc ça, je pense que c'est l'acculturation le plus poussé. Mais c'est assez difficile en fait. Voilà. Mais on en a quelques-uns quand même. D'autres réactions dans la salle ? Enfin, moi, j'en conclus quand même que c'est au niveau de la problématisation de la recherche, c'est dès cet instant-là qu'il faut que les différentes disciplines travaillent ensemble, quoi, pour que le processus même de création de nouveautés, on va dire, que ce soit par l'utilisation de modèles et leur implication dans la gestion sociale, etc., puisse voir le jour, quoi, quelque part. Donc, finalement, c'est quelque chose qui doit se passer très très tôt. Et du coup, je crois que Mazat, tu as parlé d'acculturation, oui, je pense qu'il faut, du coup, pour que ça se produise, il faut qu'on apprenne à se connaître pour pouvoir échanger très très tôt, en fait, sur des problématiques communes, quoi. Je peux juste raconter une petite anecdote. Donc en modélisation du climat, on travaille énormément ensemble, même au niveau mondial. Et on a eu récemment, il y a quelques années, des fortes divergences de vision en fait sur ce que devait être la modélisation du climat, avec une partie de la communauté qui voulait absolument aller vers le très très fine échelle globale et qui scientifiquement c'est très intéressant, mais le discours qu'elle avait avec, c'était ça sera très beau, il faut réduire le nombre de modèles de climat parce que ça va utiliser énormément de ressources de calcul, et on va produire des données et on inondera tous les gens qui veulent des données de ces données. Et ça fait rigoler Soraya. Je peux dire que dans la salle qui était, quand on a discuté de ça à la conférence du programme mondial sur le climat, qui était à Kigali au Rwanda, la température a monté de quelques degrés tout de suite parce que, bon, déjà, c'était très colonialiste comme attitude. Et puis, il y a beaucoup de personnes de pays en voie de développement ou de petits pays qui utilisent des modèles qui ne sont pas globaux mais régionaux et qui ont dit, mais nous, on forge notre connaissance avec ces modèles qui sont imparfaits. On sait qu'ils sont imparfaits, mais on peut mieux convaincre, aller vers la société avec cette connaissance qu'on a. Et puis, donc ça, c'était la première vision très globale, très, voilà, on inonde de données. Et puis, on avait senti, nous, dans Trax, que
ce qu'on avait envie de faire, c'était plutôt, certes, aller vers la très fine échelle et à bon escient, comme tu le dis, pour les réanalyses, etc., pour la modélisation des îlots urbains, mais aussi de pouvoir identifier l'éventail des possibles. Donc se donner la possibilité non pas de faire quelques simulations, mais de décrire l'éventail des possibles. Alors nous, on dit quantifier les incertitudes sur des territoires en fonction de ce qui est demandé. Et ça demande... Et on ne peut pas faire ça avec des modèles très fine échelle parce qu'on a déjà mangé toutes nos heures de calcul à ce moment-là. Et donc, ça a fait un clash. Jean-François Doussin doit s'en souvenir aussi parce qu'il m'avait dit « Pourquoi vous n'allez pas vers la fine résolution ?» Je pense que là, on sentait déjà, et même si on ne l'avait pas contextualisé, on s'était dit « En fait, les gens, ils vont nous demander pas une trajectoire. De toute façon, le climat n'est pas définissable avec une seule trajectoire puisque de toute façon, l'atmosphère est chaotique. » Donc, on a plein d'événements météorologiques qui peuvent subvenir dans un changement climatique. Et ça, on l'aurait perdu. Cette dimension-là, on l'aurait perdu. Donc, pour la quantification des risques, on aurait perdu complètement l'éventail des possibles. Ce n'était pas possible pour toute une partie de la communauté française. Mais c'est en allant vers les parties prenantes et alors, la réaction des parties prenantes à ça, à cette proposition de quantifier l'éventail des possibles, pour certains acteurs, c'était « Ah mais non, ça fait beaucoup trop de scénarios, on peut pas ingérer ça ». Et puis d'autres ont dit « Ah oui, mais quand même, il faudrait quand même s'intéresser aux extrêmes ». Et donc, là, on est vraiment en dialogue avec les parties prenantes pour se dire « Est-ce qu'on a besoin de connaître le scénario du pire ou le scénario du meilleur ?» ou un seul scénario, mais on sait très bien qu'en fait, il ne va pas exactement se passer comme il a été calculé, puisque l'atmosphère a ses fluctuations qui lui sont propres. Et donc, ça, c'est une construction qu'on fait ensemble, entre personnes expertes de l'élicitation des besoins, et puis, pour nous, c'est un challenge scientifique, en fait, de quantifier ces incertitudes. Et ça, c'est une co-construction, parce que parfois, on n'a pas besoin de la faire, parfois, on a besoin de la faire suivant les problèmes qui sont posés. Et donc, je pense que c'est important de se dire, oui, nous, sciences dures, je me mets du côté des sciences dures, modélisation du climat, j'aurais bien envie de faire un modèle à super fine échelle, ce serait super beau et tout, mais s'il n'est pas utile, ben, peut-être que ce n'est pas la priorité. C'est quelque chose pour plus tard. Voilà, donc et expliquer ça, parce que parfois les gens nous disent « Ah oui, mais alors attendez, là, votre résultat à 100 km de résolution, moi je ne peux pas agir avec ça. » Et donc il faut qu'on explique toujours. C'est 100 km de résolution, mais ça veut quand même dire quelque chose, et ça peut quand même vous aider à vous préparer au changement climatique. Tout ça, c'est un dialogue qu'on doit avoir, et ça pose la question de la crédibilité de ce qu'on fait dans la communication. On ne va pas attendre d'avoir des simulations à l'échelle 1 mètre pour s'adapter au changement climatique. On peut déjà le faire. Donc je pense que ça, c'est vraiment un travail à faire ensemble entre sciences dures et SHS. Voilà. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Oui, juste un complément en attendant que les micros circulent. Enfin, il y a quand même des éléments, dès qu'on va parler de risques au niveau prédictif, c'est-à-dire comment les risques vont évoluer dans le futur, que ce soit qu'ils soient climatiques ou autres d'ailleurs. On voit bien que, on va dire, la communauté géosciences, ingénierie, etc., maîtrise assez bien l'aléa. Grâce à la communauté climat, on a des scénarios d'évolution sur les forçages, notamment, pour ce qui nous concerne. Donc ça, on arrive à le maîtriser, mais le risque, c'est aussi la composante enjeu. Et savoir comment les enjeux vont pouvoir évoluer dans le futur sur un territoire donné, c'est pas les sciences de l'ingénieur ou les sciences de modélisation qui ont la réponse. C'est les acteurs des territoires, avec les géographes, avec ceux qui s'occupent du land use planning, donc qui peuvent du coup aller vers des scénarios où l'industrie se développe, ou au contraire des zones Natura 2000 se développent. Donc il y a différents choix politiques, et toutes ces approches en fait
de savoir comment le territoire va évoluer, elles sont plutôt dans la communauté SHS, géographie, voire sciences politiques. Hein. Donc on a vraiment besoin, en fait, en sciences des risques, de ces approches, parce que c'est eux qui ont la clé, en fait, hein, sur ces éléments. Qui est-ce qui, du coup... Aldo, je crois, c'est toi qui as le micro. Oh, oui, je rien. Donc Aldo Sotolikio, je suis océanographe et responsable du PC IRICOT sur les risques littoraux. Alors ma question, c'est pas sur l'enjeu, c'était sur le mot. Maza a parlé de communication et en fait, au début, Stéphane a parlé de communication, d'une expérience de communication de crise, je crois. Et j'étais curieux de savoir en fait ce que tu voulais dire par là. En fait, quelle était la leçon à en tirer ou le message que tu voulais faire passer quand tu as parlé de ça au début. Alors, je pense que le message, c'est qu'il faut être extrêmement prudent dans la communication pendant la crise et extrêmement factuel. Voilà. Et bon, parce que sinon, ça va à des débordements et ça a deux effets. C'est un effet d'emballement par les journalistes qui s'emparent évidemment de ce qui est croustillant. C'est normal, c'est leur métier. Et ça a des effets délétères sur la population. Délétères. Donc il faut être extrêmement prudent quand nous, scientifiques, on est interpellés par les journalistes qui vont chercher effectivement à nous faire dire, ça c'est assez classique, des choses on ne doit pas dire, on n'a pas envie de dire. Un des problèmes souvent dans la communication de crise, enfin la communication en général, c'est l'ego de la personne qui est interviewée. C'est très tentant d'aller sur un domaine où on n'est pas compétent parce que vous êtes interviewé par Le Monde, vous êtes interviewé par TF1, par je ne sais quoi. Et donc d'un seul coup, on se prend pour le roi du pétrole et on se lance dans une diatribe qui nous amène sur des terrains ultra glissants qu'on ne maîtrise pas et ça part en sucette, en cacahuète, quoi. Donc il y a vraiment... je suis faux. Et donc c'est pour ça que je parlais de ce qui s'est passé. Pour moi, le TEIL a été une expérience très forte parce que il se trouve que c'était un chercheur de mon laboratoire qui est parti en cacahuète, il faut le dire, avec cet article dans Le Point, en accusant un industriel, en disant c'est de la faute de l'industriel. Et évidemment, quand vous avez un industriel qui s'appelle Lafarge, ça pèse. Et donc forcément, la réponse, elle était à la hauteur de la personne, enfin, ou de l'industriel qui était accusé en l'occurrence. Et donc ça a été très compliqué, puisque évidemment ça a été relayé dans les journaux, machin, ça fait le tour de la France. Et donc après, on a ramé vraiment pour récupérer cette situation qui était compliquée, parce que il y a un industriel d'un côté qui était accusé, à côté il y avait une centrale nucléaire quand même, c'est pas rien, et à côté de ça, il y avait un village où il y avait 200 maisons détruites. Donc il y avait des gens qui étaient vraiment impactés. Donc comment on gère tout ce mélange? Donc évidemment, ça monte, c'est monté au niveau national, hein, forcément, puisque ça a débordé largement de par cette communication qui était pas maîtrisée. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Et je pense que, et peut-être Anne pourra aussi commenter sur ce qui s'est passé à Mayotte. Sur Mayotte, ou Gilles, où on a suivi de près tout ce qui s'est passé à Mayotte, c'était très compliqué de communiquer avec la population qui ne comprenait pas ce qui se passait, parce qu'ils ressentaient les séismes. Et communiquer dans une population où c'est déjà un endroit, où c'est une chaudière, où, enfin, je veux dire, les problèmes sociaux, économiques sont énormes. Rajouter une crise sismo-volcanique là-dessus, c'était vraiment très difficile à gérer. Donc il fallait être extrêmement prudent sur la façon, pas affoler les populations, mais tout en apportant quand même des éléments factuels. Voilà, donc il faut rester... Bon, c'est quelque chose qu'on apprend en gestion de crise. Moi, je l'ai appris parce que j'ai fait une formation. On reste factuel sur des éléments et on ne déborde pas dans son discours. Et quand vous avez la question qui dérape du journaliste, vous répondez « je ne sais pas » ou « je ne répondrai pas à cette question ». Et ça s'arrête là. Il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Voilà. Voilà. Et plutôt que de se lancer dans un machin filandreux qui vous emmène dans des nimbes où vous ne savez pas où ça va s'arrêter. En effet, sur Mayotte, où c'était compliqué, et il y avait beaucoup d'incertitudes, et ça, c'est toujours quelque chose... En effet, on peut dire « je ne sais pas » ou on peut dire des éléments factuels, mais il y a de l'incertitude à faire passer, et communiquer sur l'incertitude, c'est toujours compliqué. Et si on prend l'exemple de la Réunion, là, l'éruption qu'il y a eu,
où, si je résume, c'est une éruption particulière puisqu'elle était sommitale. Et du coup, entre le premier signal, un premier séisme, on va dire, et l'arrivée du magma en surface, il y a eu 30 minutes. Donc bien sûr, l'observatoire a prévenu la préfecture, a prévenu le PGHM, c'est les gendarmeries, on va dire, qui doit intervenir. Mais il y a eu des personnes qui étaient sur le volcan à ce moment-là. Donc le temps que le peloton de gendarmerie arrive, le temps que l'hélicoptère arrive, il y a eu des communications du genre des touristes qui pouvaient dire « je suis la première à avoir vu l'éruption, je suis… » Et forcément, l'important, c'est pas tellement ça, c'est que c'est ça qui intéresse le journaliste, c'est d'aller dire ça. Et donc, il y a eu plusieurs émissions. Ils ont fait un plateau avec Aline, donc la directrice de l'Observatoire, avec le préfet, pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé. Mais en fait, ce qui revenait toujours dans les médias, c'était ça. Il y avait des touristes, c'est eux qui ont vu l'éruption arriver en premier. Et donc, il faut arriver à gérer aussi cette communication, à revenir. Et en dehors, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on est scientifique, on va nous demander aussi les plans d'évacuation, comment ils sont prévus, comment ils sont organisés. Et à chaque fois, ces questions-là reviennent. On va me dire, c'est pas nous. Redéfinir bien dans les différents acteurs le rôle de l'État, la sécurité des populations, et puis notre rôle qui est un rôle purement scientifique. Mais c'est vrai que c'est compliqué et le journaliste a envie de faire le buzz. Il y a le scientifique peut-être qui a envie d'être bien reconnu, puis il y a le journaliste qui a envie de faire le buzz, en fait. Voilà. Pardon, si vous voulez entendre un bon exemple de quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien en termes de gestion de crise, c'est notre ministre de l'Intérieur actuel. Il est très très bon. Vous écouterez ses discours, c'est toujours très factuel et il ne dérape pas. Enfin, peut-être ça lui arrivera, mais pour l'instant, il n'a pas dérapé. Et c'est très intéressant, vous verrez comment il maîtrise très bien les langages de gestion de crise. C'est très intéressant. Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Sofia Guevara, je suis maîtresse de conférences en aménagement. En fait, j'avais un commentaire que je vais reformuler en question. Parce qu'à vous entendre toutes les présentations les unes après les autres et à faire un appel pour une approche intégrée sur les risques, il n'empêche qu'on a un regret quand on est chercheur en sciences sociales parce qu'il y a une formulation, une structuration du savoir qui revient souvent dans la manière dont c'est présenté et dont les travaux qui sont développés sont présentés, qui représente et qui revient sur cette formulation un peu classique que le risque égale alia fois vulnérabilité, et la vulnérabilité est l'objet des sciences humaines et sociales, et l'alia, ça concerne les sciences dites dures. Et donc, alors qu'il y a des risques pour lesquels cette manière bidimensionnelle de présenter le risque n'est pas tout à fait pertinente, il y a beaucoup de travaux en sciences humaines et sociales qui sont revenus sur cette formulation, et que la vulnérabilité, ce n'est pas qu'une question passive, en fait. Il y a aussi une composante active, notamment. Enfin, moi, je travaille sur les inondations urbaines, donc forcément, là, la séparation entre alia et vulnérabilité, elle est beaucoup plus compliquée. Donc, ma question serait, est-ce qu'à votre avis, du point de vue en tant que représentant des sciences donc, dites dures, il est possible de questionner justement, de travailler sur le risque à partir de cette formulation alia fois vulnérabilité, qui en fait structure aussi la manière dont on développe le savoir et structure la division et qui continue à créer cette frontière entre sciences humaines et sciences dites dures, donc pour reprendre les formulations qui ont été employées jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est possible de l'entendre aussi dans votre champ donc. Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être préciser comment vous définissez le risque, entre guillemets, de votre côté. Enfin, je ne sais pas. Oui, ben voilà, donc c'est peut-être ça là-dessus qu'il faut... Ouais. Justement, je pose la question, est-ce qu'à votre avis, dans le champ disciplinaire que vous représentez, est-ce que c'est possible de questionner même cette formule-là, la manière dont on peut définir le risque à partir uniquement de cette double composante alia fois vulnérabilité, que c'est une formule qui est pédagogique, qui a très bien circulé dans les politiques publiques, mais qui crée aussi des œillères, notamment dans la manière dont on structure la production du savoir. Ouais. Alors, si on devait faire un mea culpa, après je vous passe la parole, mais si on devait faire un mea culpa, c'est vrai que la science des risques telle que nous la voyons a fortement été inspirée
des premières avancées, notamment qui ont été faites dans le cadre du risque, de l'évaluation du risque sismique. Pourquoi ? Parce que c'était, de par les observations qui peuvent être réalisées à des profondeurs assez importantes, temporelles, la définition de l'aléa était assez claire. L'aléa est une probabilité d'occurrence d'un événement d'une intensité donnée sur une période de retour donnée. Donc ça, c'est la définition, on va dire, qui a perduré, qui perdure peut-être encore, qui a été fortement poussée par la communauté qui a développé la science des risques pour le risque sismique, parce que c'est assez clair. On a des événements qui permettent d'étudier cette probabilité. Maintenant, quand on élargit un petit peu le spectre des phénomènes, on s'aperçoit qu'on ne peut pas toujours quantifier les périodes de retour, on ne peut pas toujours quantifier les probabilités. Je prends l'exemple des glissements de terrain. C'est très compliqué de connaître les périodes de retour des glissements de terrain, par exemple. On peut connaître leur intensité, c'est-à-dire en gros leur masse, leur énergie cinétique, des choses comme ça. Mais là, du coup, la définition de l'aléa est nettement plus compliquée. Donc, alors après, je suis d'accord avec vous, il y a certaines situations où il peut y avoir des risques qui ne sont pas d'origine naturelle, où c'est encore plus compliqué de rentrer dans ce cadre-là. Et du coup, ça pousse à redéfinir un certain nombre en tout cas la notion d'aléa et de vulnérabilité, pour pouvoir faire en sorte de cadrer dans on va dire le risque qu'on veut gérer. Alors ça peut être un risque social, je ne sais pas, si on parle d'émeutes par exemple. Voilà, je prends un exemple que je ne maîtrise pas du tout ces dimensions-là, mais dans ce cadre-là par exemple, on voit que cette notion initiale d'aléa telle qu'elle a été définie au départ dans la gestion du risque sismique, ça paraît très compliqué. Donc je suis conscient, je reconnais qu'il y a certains cas où ça mérite vraiment de mettre les choses à plat, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a certaines disciplines où c'est très évident. Voilà. Peut-être. Je vais être un peu caricatural, mais quand il y a un séisme au fin fond du Tibet, même s'il est de magnitude 8, ça secoue 3 yaks et 2 tentes. Ça alerte pas, ça alerte les scientifiques. Ça, c'est clair, parce que c'est super, on est très intéressé par un séisme au Tibet. Mais le risque, il est faible, je crois. Parce que l'exposition est faible et la vulnérabilité est relativement faible. La vulnérabilité peut être forte, mais l'exposition est faible. Par contre, travaillant avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, quand il y a des incendies en Grèce l'été, où il y a 2 millions de Français, je peux vous dire que ça bouge. Et on est très sollicité parce que vous avez un événement naturel, des feux de forêt, et vous avez une exposition d'une population à risque et qu'il faut évacuer, gérer, etc. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, pardon, mais je crois qu'on est dans un risque fort et on le vit. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce dont je vous fais par là, c'est d'expérience. C'est-à-dire, en fait, de vécu. Quand vous avez à Athènes des morts ou dans une île où des gens sont réfugiés et il n'y a pas de solution pour les sortir, je peux vous dire que la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, ils sont aux abois. Ils sont aux abois et ils nous appellent pour nous dire... alors, pas moi je relaye après un des spécialistes, les feux, ils vont aller dans quelle direction, comment va le vent, comment ça va se passer dans l'heure qui suit. C'est ça, en fait. D'accord ? Parce qu'ils ont besoin d'éléments. Et donc, c'est pour ça que... Alors, on est dans des systèmes dynamiques, c'est compliqué. Hein, je ne dis pas que... Voilà, c'est évolutif, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut quand même... Quand vous êtes en situation de crise, il faut la gérer, quoi. D'autres exemples, c'est Santorin. Hein. Je peux vous parler de ce qui s'est passé à Santorin il y a... C'était quand ? C'était au printemps dernier, je ne me souviens plus maintenant, où le volcan Colombo, enfin, on croyait que c'était Santorin, mais le volcan Colombo a fait des siennes. Vous aviez des milliers de touristes sur place. Il a fallu prendre une décision de savoir, et je peux vous dire que là, les équipes françaises ont été extrêmement mobilisées. L'équipe de l'EPGP, l'équipe de l'ENS Paris, l'équipe de GeoAzur, avec d'ailleurs très en contact avec les équipes grecques et américaines
pour savoir comment on allait gérer. Est-ce que cet événement, c'est le volcan qui allait tout exploser, puisqu'on voyait de la propagation? Est-ce que ça allait activer une faille qui avait déjà produit un séisme dans les années 50? Je peux vous dire qu'on était dans l'incertitude totale et il fallait prendre des décisions sur une gestion d'un événement naturel plein d'incertitudes, comme tu dis très justement. Et la décision qu'on a prise avec l'ambassade de France, en l'occurrence, et avec les autorités grecques, c'est de faire évacuer l'île. Mais c'est du vécu, ça a duré une semaine, et je peux vous dire que c'était quand même compliqué. Et par chance, eh ben évidemment, il n'y a pas eu d'éruption, il n'y a pas eu de séisme majeur, et tout ça s'est calmé, mais il fallait prendre cette décision. Donc c'est pour ça que je ne sais pas, je n'arrive pas à répondre vraiment à votre question. Moi, je vois un événement qui se produit, là, je ne suis pas en anticipation, je suis vraiment dans la gestion de crise. Vous avez un événement qui se produit, on ne comprend pas bien, il est plein d'incertitudes, mais vous avez des milliers de personnes qui sont là. D'ailleurs, il y en a qui ne veulent pas évacuer, qui veulent rester sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre une décision, la moins mauvaise possible, sans affoler les populations. Et la décision qui a été prise là, c'était d'évacuer des milliers de personnes. Voilà. Et finalement, après coup, ce n'était pas nécessaire parce que ce n'est pas allé plus loin. Mais a priori, on ne le savait pas. Voilà. Donc je ne pense pas que ça réponde vraiment à votre question, mais cette notion, elle est compliquée. Elle est extrêmement compliquée. Aléa, exposition, oui, elle est compliquée. Mais quand vous êtes à gérer une crise, il va falloir trouver la bonne façon de répondre à cette crise en cours. Alors, moi, j'ai compris la question différemment. Mais si j'ai bien compris... tu parles de différents points de vue finalement sur la définition du risque ou de certains aspects, de certains thèmes de recherche et toute la communauté n'est pas d'accord ou une partie de la communauté veut changer un petit peu de paradigme ou de vision sur ce qu'est le risque et tu voudrais savoir ce qu'on en fait finalement. Je pense que j'ai l'impression que c'est ça que j'ai compris. Et je pense que alors je pense qu'en fait c'est là que la culturation est importante parce que effectivement alors pour toute discipline, que ce soit sciences humaines et sociales versus sciences dures, ou bien même, moi je vois les palynologues par rapport à ce que je fais en modélisation, on est pourtant dans la même discipline, on est à l'INSU, mais ils avancent, j'avance aussi, et on a par contre des informations qui datent de leur dernière publication ou de leur publication d'il y a 10 ans, on ne s'est pas mis à jour. Comment est-ce qu'on se met à jour finalement de la pensée qui avance dans les différentes disciplines? Pour moi, c'est qu'en se parlant, parce qu'il y a une telle littérature qu'on n'arrive pas à tout suivre. Et c'est un peu comme si vous me demandez, mais alors, est-ce qu'il faut croire le modèle de Météo France ou celui de l'IPSL ou celui du NCAR? Finalement, vous dites des choses un peu différentes. C'est peut-être un petit peu la même chose si je vais voir une première personne qui va me dire « Ah oui, mais alors le risque, c'est défini comme ça pour moi », puis je vais voir une deuxième personne qui va me dire « C'est défini d'une autre manière ». Ça peut être un petit peu perturbant d'avoir toute cette multiplicité des définitions et en même temps c'est très riche. Mais je pense que ce que ça a eu pour conséquence pour nous, c'est effectivement qu'on n'a pas voulu s'engager tout de suite, par exemple, avec des spécialisés SHS, parce qu'on s'est dit, si on en prend un, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'autre, puis l'autre, puis l'autre, etc. On dit, on va attendre, on va construire ensemble. Mais il n'y a que l'acculturation qui fait que on voit les prémices, pour le coup, de la pensée qui change autour d'un concept. Et en fait, c'est ça qui est le plus intéressant quand on parle ensemble, c'est de se dire, on change. Moi, quand j'ai travaillé avec une archéologue sur les déplacements de population, elle m'a dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer que finalement, on a écrit un papier qui s'appelle Risky Business, et il y a une suite de titres. Elle m'a dit, je pense que la notion de risque par rapport à la variabilité du climat, elle a eu un impact sur l'endroit où les Néandertals, où nos ancêtres choisissaient d'habiter. J'étais absolument incapable de dire « Ah oui, je suis d'accord avec toi ». Tout ce que j'étais capable de faire, c'était de lui donner quelques données pour qu'elle essaye de quantifier si ça marchait ou pas. Mais, quelque part, on a construit ça ensemble. Et je lui ai fait confiance.
Je pense que la confiance aussi, quand on change un petit peu de paradigme, elle est importante. Et de savoir emmener l'autre communauté, finalement, c'est aussi savoir développer son argumentaire pour convaincre sa propre communauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait ensemble et je ne pense pas qu'il y ait d'autres... Alors c'est effectivement pas en temps de crise qu'on ait le temps de réfléchir à ça, mais par contre sur le temps long, rien ne nous empêche de discuter et d'essayer de s'acculturer. Je pense que là les PEPR sont là pour ça aussi, mais ça prend du temps. Oui. Merci Maza. Je pense qu'on arrive au terme des discussions. Enfin, moi, je retiendrai quand même cette fameuse notion d'acculturation, hein, qu'il faut prendre le temps de bien comprendre l'autre. Et je pense qu'il y a certains cas où on a le droit de sortir du cadre, hein, parce que les définitions très, très rigides qui peuvent être proposées par une communauté, parce qu'elles peuvent le faire, par rapport à d'autres définitions qui sont nécessaires, mais où on n'a pas les moyens d'aller jusqu'à la précision voulue de la définition originale, en fait, on redéfinit, c'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit collectivement, dans un groupe de recherche multidisciplinaire, de dire, pour nous, la vulnérabilité, on va la définir comme ça dans le cadre de nos recherches. Et dès que le cadre est posé, que tout le monde s'entend dans ce cadre-là, à ce moment-là, ça pose plus de problème, quoi. Merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup au public. On se retrouve à 16h45. 55, ça marche. Merci.